Donc, on va commencer. Tout d'abord, moi, je vais me présenter. Donc, je suis Léa Roux. Je suis de Profil Public. Profil Public. Alors, je vais partager mon écran. Hop, un instant. Tuc. Hop là. Voilà. Donc, hop. Donc, Profil Public, c'est la première plateforme spécialisée secteur public qui travaille sur l'attractivité RH et la marque employeur. Donc, initialement, Sigrid Berger, la fondatrice, et moi-même, on vient toutes les deux du secteur public et on a une conviction, c'est que on peut réenchanter le recrutement côté secteur public. C'est la raison pour laquelle on a créé profilpublic.fr, qui est une plateforme à mi-chemin entre un site média et un site de recrutement. D'une part, pour faire tomber les idées reçues sur le secteur public, montrer l'ensemble des projets innovants qui y sont menés et la diversité des métiers qu'on peut trouver dans le secteur public, et d'autre part, pour aider les candidats à se projeter sur un poste qui leur correspond. Du coup, dans le cadre du premier confinement, on a beaucoup parlé de l'après. On a beaucoup parlé de l'après et on a aussi expérimenté de nouvelles manières de travailler, beaucoup plus digitalisées, notamment avec l'usage des webconférences et de la visioconférence. Et on a aussi observé chez Profil Public que l'engagement des jeunes et des jeunes diplômés, des étudiants au service de l'intérêt général était immense et qu'il y avait un vrai désir de s'engager pour l'intérêt général. C'est la raison pour laquelle, en fait, Profil Public, on a lancé un grand sondage pour savoir quelles étaient leurs attentes quant au secteur public de demain. Et à l'issue de ce sondage, certains étudiants, dont Alma et Renaud qui sont ici ce soir, ont décidé de créer ce manifeste pour parler de leurs aspirations et de leurs attentes quant au secteur public de demain. Donc, je vais les laisser se présenter et vous présenter un petit peu leur démarche. Bonjour à tous, donc je m'appelle Renaud Concordet. Je suis ravi de pouvoir échanger avec vous ce soir. Pour me présenter, je suis encore étudiant et je suis actuellement en césure entre la première année et la deuxième année d'un master d'affaires publiques à Sciences Po. Et je suis actuellement en stage au ministère de la Transition écologique. Bonjour, donc merci d'être présent. Donc pour ma part, je suis étudiante à Sciences Po Lille en 4A, donc en master commerce et finances internationales, et en parallèle de ça, présidente de la junior entreprise de l'école. Ok. Du coup, la démarche s'est inscrite donc dans ce cadre du confinement. On a eu en fait, et notamment du coup par rapport à nous les jeunes, une quête de sens qui s'est généralisée, des hésitations pour nos parcours. À titre personnel, je devais choisir mon master, j'ai longtemps hésité avec un master orienté public justement, parce qu'on a eu tous en fait cette envie de trouver de l'impact, de voir dans ce contexte où l'État était de plus en plus présent, comment nous on pouvait contribuer à améliorer le service public et à trouver de l'impact et à améliorer toutes ces dimensions qu'on va maintenant du coup après aborder dans ce manifeste-là. Et donc, en plus de ça, cette augmentation du télétravail, cette augmentation de tout ce qui était digital, ça a mis un peu en lumière le besoin en fait, d'ouvrir de nouveaux possibles pour le service public et comment se saisir la problématique pour aller pour faire du service public le meilleur service possible, tout simplement. Et après, sur le choix d'un manifeste, parce que c'est vrai, le mot est fort, un manifeste, c'est vraiment pour s'inscrire dans cet élan. Dire, voilà, on a des envies, des requêtes par rapport au service public, mais aussi des choses à proposer. Donc, le manifeste, c'est un mot fort, mais vraiment très constructif et très positif. Pas du tout à percevoir contre le service public, mais au contraire avec. Du coup, pour ça, en fait, on était plusieurs à travailler sur le projet. Donc, Renaud et moi, mais également Juan, Damien et Yanis. On a tous travaillé à 5 dans nos stages, du coup, allant de mars à juin-juillet, sur ce projet en fonction de nos compétences à chacun. Et du coup, cette idée de manifeste pour toucher différentes cibles. À la fois la cible professionnelle, les personnes déjà en poste, pour provoquer un éveil des consciences et montrer que le changement peut se faire en interne et partager des good practices pour pouvoir qu'il ait lieu. Et également les jeunes, Pardon, excusez-moi. Vous ne m'avez pas du tout entendu du coup? Non, j'ai une coupure.
que mon micro s'est désactivé. Bon, et du coup, ouais, deux cibles, les professionnels et les étudiants, afin en fait, de créer cet éveil des consciences des deux côtés et de montrer qu'il y a une émulation autour de la question. Donc, pour être transparent sur la façon dont on a organisé tout ça, puisqu'on est quand même parti avec de belles idées, puis après on s'est assis autour d'une table et on s'est dit bon, comment on va faire? La première partie, ça a été un grand questionnaire. Le premier challenge, c'était vraiment d'arriver à recueillir le plus d'opinions possible. Donc, on a organisé un questionnaire vraiment détaillé. Le but, c'était pas d'avoir deux, trois impressions, mais d'avoir des vraies réponses construites de gens qui avaient passé 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes à réfléchir sur le sujet. Et on a lancé ce questionnaire qui a reçu, si je ne me trompe pas, 116 ou 117 réponses au final, très complètes. Donc ensuite, un deuxième temps dans l'élaboration du manifeste, ça a été le traitement de toute l'analyse de toute cette donnée qui avait été générée par le questionnaire, donc, qui a été une analyse un peu quantitative, essayer de trouver des chiffres, dégager des tendances, mais qu'on a aussi voulu poursuivre dans le qualitatif. Et ça, on l'a fait de deux manières. D'abord en proposant un apéro Zoom, qui était plutôt une forme de rencontre avec tous les participants qui étaient intéressés pour poursuivre les discussions. Le but, c'était vraiment de créer des échanges, de pas rester à chacun donne sa position, mais à essayer de, voilà, par la discussion, faire émerger des choses. Et ça s'est super bien passé. On a eu 25-30 personnes et on a vraiment eu l'impression de donner corps à ce manifeste avec la présence de plein de gens différents, d'étudiants venant de grandes écoles, de petites écoles, de jeunes actifs, de gens venant de la province, de la capitale, de toute la France. Et enfin, la dernière partie de cette recherche qualitative, ça a été une succession d'entretiens. En fait, on a juste pris le temps avec les gens qui voulaient détailler leurs réponses, de les appeler, d'échanger avec eux 1 heure et demie, parfois plus, euh, puisque les discussions étaient super riches et super intéressantes. Et on s'est retrouvé avec donc cette grande masse de données qu'on a après voulu synthétiser dans un manifeste avec 10 propositions que j'espère que vous avez pu lire et que vous pouvez toujours lire sur le site de Profil Public. Juste par rapport aux propositions, peut-être qu'on peut vous proposer de voter dès maintenant la proposition que vous trouvez peut-être celle la plus inspirante, la plus prioritaire. Du coup, pour ça, on va d'abord vous partager un lien dans le chat. C'est pour utiliser une plateforme, du coup, encore une fois, assez moderne, assez innovante pour des sondages en ligne. Alors, ça s'appelle Slido. Donc, je vous envoie le lien ici dans le chat. Et après, vous pourrez y répondre au fur et à mesure avec le QR code que Ryan va vous partager pour avoir accès à ces questions. J'en profite. Du coup, je suis le modérateur. Je m'appelle Ryan Boussaïri. Je suis en stage chez Profil Public. Et du coup, on vous invite tout au long de la conférence à renseigner dans le chat, que ce soit vos questionnements par rapport au manifeste à la conférence ou également, à titre plus personnel, vos attentes par rapport au secteur public de demain. Du coup, tout au long de la conférence, on pourra répondre à vos questions. Et il y aura aussi un temps à la fin pour y répondre. Du coup, ouais, je vous partage le Slido. Ah, parfait, avec le QR code qui est. Ça vous permettra également de voir un peu le fonctionnement. Et ça rentre dans le cadre de la proposition par rapport aux outils de travail digitaux. Est-ce qu'on a le droit de voter aussi? Vas-y, Renaud. Merci, c'est gentil. J'ai une proposition préférée.
Du coup, Renaud, c'est quoi ta proposition favorite? Peut-être que tu peux nous en dire deux mots. J'ai triché, j'ai choisi la proposition la plus globale qui est la dernière, puisque si vous avez lu le manifeste, vous verrez, on a construit 9 premières propositions qui abordent chacune des points précis et la 10e est une ouverture vers l'engagement des jeunes, une façon de dire nous, jeunes, sommes prêts à nous engager dans le service public, à nous engager pour l'intérêt général et nous voulons être fiers de pouvoir le faire. Donc, j'ai triché pour pouvoir passer ce joli mot de motivation de la part de jeunes. Et là, j'espère parler pour moi, mais aussi pour tous ceux qui ont vraiment contribué à ce manifeste et pas seulement nous qui sommes devant vous aujourd'hui. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ceux qui n'ont pas forcément le manifeste sous les yeux, on a mis les 10 propositions dans le chat, donc n'hésitez pas à les consulter en même temps. Du coup, vu que Renaud a dit sa proposition préférée, moi je vais dire la mienne. Des procédures de recrutement fluides et transparentes. Parce qu'aujourd'hui, on est beaucoup de talents à chercher à rejoindre le service public, mais en ne sachant pas vraiment comment faire. Il y a la question des concours, il y a la question il y a parfois, c'est un peu opaque, on ne sait pas exactement comment postuler. Donc heureusement qu'aujourd'hui, LinkedIn se diversifie, qu'il y a plusieurs plateformes qui se créent, notamment Profil Public. L'intérêt maintenant d'aujourd'hui, c'est de savoir qu'on peut y rentrer et il y a besoin de différents talents. Et je prends l'exemple, par exemple, du cas des ingénieurs qui, du coup, avaient participé au débat qu'on avait fait cet été. Beaucoup d'ingénieurs, de jeunes d'écoles d'ingé veulent rejoindre le service public parce ils souhaitent avoir de l'impact grâce à leur talent très technique, mais ils ne savent pas forcément comment faire, pensent que c'est quelque chose qui est réservé aux sciences pistes, comme on dit. Et en fait, du coup, ils se détournent de cette voie pour entrer directement dans le privé, alors qu'ils auraient pu, dès le départ, commencer dans le public. Du coup, tout l'enjeu, en fait, c'est de mettre en avant vos processus de recrutement, avec son jeu aussi de marque employeur, d'attirer le talent et ensuite de le fidéliser. Euh, pour ce qui est du coup pour ce qui est du management innovant et du coup la question de fidélisation du talent, cette idée en fait de permettre d'offrir aux collaborateurs une expérience collaborateur qui se sentent bien dans son travail, qui s'épanouissent et qui soient du coup encore plus heureux et tout simplement le valoriser et l'inspirer au quotidien. Donc il y a plusieurs exemples. On peut prendre par exemple l'exemple de Eat and Learn du coup qui se fait au Liberty Living Lab. Donc peut-être Léa, vu que tu es directement au Liberty Living Lab, tu peux en dire deux mots. Alors déjà, peut-être expliquer 5 minutes, qu'est-ce que c'est le Liberty Building Lab? C'est un incubateur parisien qui travaille sur, enfin c'est beaucoup de solutions, alors que ce soit associatives, des startups qui travaillent en fait des solutions tech au service de l'intérêt général. Et donc, dans cet écosystème-là, par exemple, on a effectivement des déjeuners apprenants, donc des eat and learn. C'est une manière de créer des synergies entre les résidents de ce lieu et ensemble de pouvoir s'apporter nos savoir-faire, nos terrains d'expertise et de pouvoir les partager ensemble. Donc, c'est à la fois une manière effectivement de créer la communauté et d'apprendre les uns des autres. Et en temps de confinement, le management innovant pardon, reste possible. Puisque par exemple, vous avez toute la question des team building en ligne. Donc par exemple, faire des pauses café en ligne, faire des jeux en ligne. C'est à vous en fait d'être créatif et d'oser la créativité, puisque au final, les collaborateurs n'attendent que ça. J'en profite pour te couper, Alma. On a une question qui est assez intéressante dans le chat. C'est quelqu'un qui nous demande si, pour vous, les étudiants et jeunes diplômés, est-ce que le contrat de 3 ans est un type de contrat qui peut être attractif? Peut-être Renaud aussi, n'hésite pas à donner votre point de vue, même s'il est, il est Oui, le vôtre. j'ai souvent un avis nuancé, mais cette fois-ci, je répondrai un grand oui, puisque effectivement, dans tous les échanges qu'on a pu avoir avec les étudiants, un grand frein à rejoindre le service public, c'est le côté une fois que j'y suis, j'en sortirai pas. Euh, Alors que inversement, l'idée de faire sa carrière dans le service public avant correspondait à l'idéal de l'intérêt général, etc. Maintenant, ça existe beaucoup moins et c'est vrai à tous les niveaux. C'est vrai pour les gens qui préparent les concours de la haute administration publique ou qui les ont passés, qui n'ont pas forcément l'idée d'y passer toute leur carrière.
Et c'est vrai aussi pour les gens qui vont passer des concours pour d'autres catégories, A, B ou C, qui vont pas envisager des parcours sur 10 ou 20 ans. C'est vraiment une demande qui a émergé de tous les entretiens qu'on a pu faire. Donc moi, je réponds à un grand oui, vraiment un contrat de 3 ans, sans en connaître les détails précis. Je pense que ça peut vraiment beaucoup convaincre les jeunes. Merci Renaud. Je te laisse continuer, Alma. Ouais, pour compléter ce que Renaud a dit, tout à fait, ça s'inscrit complètement dans la dynamique dans laquelle on est, nous les jeunes, en mode, bah, il y a un peu un contrat social qui est en train de changer entre employeur et employé, et maintenant on cherche vraiment à avoir une expérience très dynamique et pas forcément s'engager sur du long terme, mais plutôt être à fond sur une petite période et changer de projet petit à petit. Donc complètement, avoir une expérience très enrichissante de 3 ans et donner à fond dans le public pour cette période-là, c'est quelque chose qui pourrait nous intéresser tous et toutes. Merci. J'en profite pour te demander aussi, Renaud, une autre question nous est posée. Alors, que pensez-vous de faciliter le passage du privé au public et du public au privé? Ah, je ne sais pas si on m'avait entendu. Ça va, on t'a entendu. C'est bon, ok, c'est top. Du coup, pour y répondre brièvement, et après Renaud, je te laisse continuer, complètement. Enfin, c'est totalement ça qui peut être hyper intéressant pour justement diversifier les carrières et du coup diversifier les secteurs dans lesquels on s'insère. Il y a des good practices des deux côtés et justement favoriser cet échange, ça permet de savoir exactement ce qui se passe dans le public, d'apprendre du public pour ensuite passer dans le privé et vice-versa. Pourquoi pas commencer une carrière dans le privé, voir un peu les good practices qui pourraient s'appliquer au public et ce qu'on aimerait, pourquoi pas, y appliquer et du coup, c'est quelque chose qui pourrait être hyper intéressant pour en fait créer du lien entre les deux, puisqu'il n'y a pas forcément une opposition entre les deux, mais plutôt partir sur un concept plutôt d'échange. Complètement d'accord, je te rejoins tout à fait, Alma, et je me souviens très bien d'une discussion avec Joris, qui était étudiant, si je ne me trompe pas, à AgroParisTech, et qui me racontait justement à quel point pour lui, l'idéal maintenant n'était plus d'être soit dans l'un, soit dans l'autre, mais de faire ces ponts continus entre les deux. Euh, c'est, c'est vraiment quelque chose de souhaité par les étudiants et qui donne envie de justement pouvoir changer, passer de l'un à l'autre, savoir qu'on peut apprendre des deux côtés, pas forcément apprendre d'un côté et l'appliquer de l'autre, mais vraiment être dans l'interaction entre les deux milieux et surtout faire disparaître la frontière ou la diminuer. Euh, vraiment, c'est ouais, je le dirai encore une fois, mais ça donne vraiment envie aux jeunes. Et justement, on parle un peu de good practice du privé vers le public. C'est vrai ce qu'on peut constater dans le privé, c'est qu'il y a beaucoup d'outils digitaux qui sont mis en place. C'est quelque chose qui commence à émerger dans le public également. Et du coup, on cherchait vraiment à en mettre en avant certains pour vous inspirer tout simplement, afin de permettre une collaboration vraiment optimale entre les collaborateurs et collaboration qui est d'autant plus nécessaire aujourd'hui où tout est en distanciel pour le moment. Du coup, par exemple, vous avez Slack du coup, qui est un peu comme un Teams au final, donc du chat direct. Trello pour vraiment de la gestion de projet. Doodle pour ce qui est des sondages, savoir quand est-ce que les personnes sont disponibles. Slido, ce qu'on utilise aujourd'hui pour le questionnaire en ligne. Miro, donc ce qu'on vous a partagé, ou Zoom tout simplement pour les visioconférences. C'est des outils du quotidien qui vont permettre en fait de vous adapter à être très digital au final et également dans cette idée de fidélisation du talent, permettre en fait aux talents, aux jeunes talents qui cherchent à évoluer dans un écosystème très digital, de s'y plaire, de s'y sentir bien et de y rester tout simplement. D'ailleurs, j'en profite pour dire qu'effectivement, on a cité ici certains de ces outils, mais que bien sûr, dans l'écosystème public, il y a aussi des outils qui sont développés, qui sont des correspondants et qui ont les mêmes fonctionnalités. Donc voilà, on a mis une petite boîte à outils à titre d'exemple, mais il y a vraiment une grande variété d'outils qui existent aujourd'hui dans le secteur public et dans le secteur privé.
Pour du coup, ce qui est de la formation et savoir se réinventer tous les jours. Et du coup, encore une fois, avec cette idée d'outils et de voir tout ce qui est bien à notre disposition, cette idée de formation continue, c'est-à-dire qu'en fait, maintenant, et quand on parle de changement du contrat social, on cherche plus forcément à avoir un boulot stable et rester sur une longue période. On cherche aussi à avoir une expérience que j'aime bien qualifier de challengeante et du coup apprendre au quotidien, monter en compétences. Et ça peut être permis aussi grâce à la structure dans laquelle on évolue, avec du coup la mise à disposition d'outils, la mise à disposition de plateformes pour monter en compétences par soi-même. Il y en a qui sont payantes, il y en a d'autres qui sont, donc, par exemple LinkedIn e-learning, il y en a d'autres aussi qui sont complètement gratuites comme Open Classroom. Et tout l'enjeu aujourd'hui maintenant, c'est de donner les clés à vos collaborateurs pour qu'en fait ils sachent qu'ils peuvent se former et ils ont les moyens pour. Donc ça, c'est plutôt sur la partie vraiment digitale. Mais il y a aussi l'idée de formation continue avec des associations ou d'entre-entreprises. Par exemple, il y a l'association Vendredi, donc en fait qui propose du team building solidaire. Et donc c'est à la fois une pratique pour créer du lien entre tout le monde dans une société, dans une structure, mais également de trouver de l'impact et de s'investir. Donc par exemple, Vendredi, c'est une association, vous passez par elle et elle vous propose différents types d'activités. Par exemple, vous pouvez travailler une après-midi dans une ferme, comme vous pouvez aussi aller ramasser les déchets sur une plage. Il y a plein d'offres disponibles et ça permet de créer de créer du lien et d'avoir de l'impact. Pour ça, d'ailleurs, du coup, cette question de J'en formation. profite ouais, pardon. Pour vous partager le sondage. On vous a demandé si justement vous seriez prêt à consacrer une demi-journée par semaine à un temps de formation. Et du coup, vous êtes à 75%, un peu plus maintenant, 78% prêt à le faire. Du coup, ça rentre un peu dans cette continuité avec Vendredi, notamment que tu as présenté à moi. Moi, j'ai un retour par rapport à ça, pour encore une fois vous donner la teneur des échanges qu'on a pu avoir avec tous les étudiants. Le temps de formation, et ça c'est quelque chose qui m'a surpris personnellement, c'est désiré par tout le monde. Je me souviens d'avoir parlé avec Manon, qui est une amie d'enfance et qui du coup gentiment avait répondu à notre questionnaire et qui est aujourd'hui agent en catégorie C en mairie. Et finalement, quand elle a parlé de la formation pour la première fois à son patron, on lui a expliqué, bon, la formation, c'est apprendre le logiciel qu'on utilise au quotidien. Et puis pour le reste, il faut en gros remplir les critères, quoi. Bah, pas forcément. Ça peut vraiment être une belle porte, une belle voie que d'imaginer des temps de formation beaucoup plus sociaux, intéressants, etc. Il y a vraiment plein de choses à imaginer, plein d'initiatives comme justement cette association Vendredi. Et c'est aussi quelque chose qu'on voulait porter. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer, actuellement, on est rentré dans le mois de l'innovation publique. Alors, c'est pas forcément de la formation à proprement parler, mais par contre, c'est un mois où c'est hyper intéressant de pouvoir croiser les initiatives inspirantes de pas mal d'acteurs publics. Voilà, on se retrouve confinés une nouvelle fois et c'est aussi un moment riche pour faire de la veille et pour partager un petit peu les engagements d'acteurs publics engagés et les initiatives qui peuvent être dupliquées dans tout un tas d'organisations. Et pour répondre au chat sur un petit point avant qu'on l'oublie complètement, à Monsieur Nicolas Journeau, merci beaucoup pour effectivement le petit point d'attention sur les logiciels qui ne correspondent pas aux normes de sécurité, bien sûr, qui vont avec la pratique publique. Moi, j'ai découvert Telegram en rentrant à l'occasion du stage que je réalise actuellement en cabinet ministériel. J'ai découvert Telegram et je me suis dit, en fait, la contrainte de la sécurité, elle peut être utilisée justement pour être plus innovant. En vrai, il existe plein d'outils dans le privé qui sont pas forcément à plaquer au public parce qu'on ne pourrait pas les utiliser, mais c'est imaginable que le service public lui-même se crée ses propres outils. Et c'est en ce sens-là que je pense que vraiment il y a quelque chose à faire. Ensuite, sur la question du le vouloir pour le temps le temps de formation, effectivement, il y a une deuxième contrainte de temps qui s'impliquera toujours. Et ça,
ça j'en profite pour passer un message également plus large. Euh, en tant que jeune, en tant qu'étudiant, on n'a pas la pratique de 20 ou 30 ans dans le service public, ou moins, mais j'imagine en tout cas la pratique que vous qui nous écoutez aujourd'hui avez. On n'a pas ce retour d'expérience. Donc forcément, on ne compte pas en vous amenant ces propositions, donner des clés prêtes à utilisation qu'il faudrait rentrer dans le service public et qui tout de suite, bien sûr, ouvrirait à des super portes. Vraiment, c'est pas la prétention, au contraire, le but c'est de dire nous, sans les contraintes, avec une, deux petites expériences dans le service public, on se dit waouh, on pourrait faire comme ça. Et après, de voir où ça mène. Et juste pour rebondir par rapport à vendredi, du coup, dans le cadre d'un de mes anciens stages, on avait essayé de faire appel à eux justement pour le team building solidaire. Et il y a la possibilité ensuite de négocier du coup avec son employeur, enfin la personne en charge des RH, pour pouvoir justement bénéficier de cette demi-journée de formation. Et après, en fait, ça se... alors, je ne connais pas tout ce qui est contrat de travail, mais en gros, ça se déduit un peu comme le fonctionnement des tickets resto. Ça se déduit du salaire pour avoir cet avantage-là en plus. Et c'est vrai que ça peut être quelque chose qui peut être intéressant dans ce cas-là, puisque du coup, Renaud pourra vous en parler après, mais la question du salaire, c'est pas forcément la priorité pour les talents de demain. Du coup, pour la question du recrutement transparent, on avait un peu déjà parlé du coup tout à l'heure, mais voilà, juste pour résumer cette idée de montrer le meilleur de votre structure pour nous attirer, tout simplement. Du coup, pour continuer sur, on voudrait introduire du coup Léa Douard, qui est un exemple qui est vraiment inspirante et qui s'intègre complètement à la démarche du manifeste, parce que du coup, et ça rejoint ce que disait Renaud au début, on est prêt à nous engager, à collaborer avec justement ces structures-là en tant qu'étudiants. Pour donner un exemple, dans le cas de ma junior à Sciences Po Lille, on travaille avec le ministère et également du coup, Léa a beaucoup de choses à vous parler, à vous dire puisqu'elle est responsable du Policy Lab et qu'elle est complètement dans cette démarche. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Ok, Oui, super. Merci déjà pour tout ce que vous avez évoqué au début. Ça rejoint effectivement la vision qu'on essaye de porter au sein du Policy Lab, le laboratoire d'innovation publique de Sciences Po Paris. Donc, c'est une structure assez récente, en fait, juste pour vous donner une petite idée, qui a été fondée en 2017 au sein de l'École d'affaires publiques de Sciences Po et qui répond finalement à deux besoins, qui rejoint en fait tout ce que vous dites dans votre manifeste et ce que vous évoquez là aujourd'hui. Le premier besoin, c'est voilà, le besoin sociétal, je dirais, auquel on fait tous face aujourd'hui, qui est de savoir, en tant qu'agent public, faire un pas de côté par rapport aux façons aujourd'hui de concevoir et de mettre en œuvre les politiques publiques, notamment dans des périodes comme celle qu'on vit aujourd'hui, où on est un peu tous bousculés dans nos méthodologies, dans nos certitudes, dans nos règles, dans nos métiers au final. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu passer également une étude assez intéressante là par la 27e région est vraiment et la DITP justement sur les différentes mutations en fait qui touchent les agents publics en cette période de crise. Donc ça, c'était le premier besoin sur lequel se fonde un peu le Policy Lab. Et le deuxième besoin auquel ça répond, c'est finalement le besoin générationnel, qui est en fait de ce que vous évoquez là. Et notamment pour s'adresser à notre public premier, donc qui sont les étudiants de Sciences Po et a fortiori les étudiants de l'école d'affaires publiques, parce qu'en fait, on voit aujourd'hui effectivement que les étudiants ont envie de mettre leurs compétences au service des grands défis d'intérêt général dès leur scolarité et ensuite n'ont pas forcément envie de s'engager de la même manière dans le service public. C'est tout ce que vous disiez très bien juste avant, on ne va pas revenir sur tous ces points et c'est ce que vous dites dans le manifeste, mais donc du coup, pour ça, on s'est dit qu'il fallait quand même avoir un endroit pour outiller
outiller ces étudiants et les former à ces façons de résoudre les grandes problématiques de politique publique de façon avec des nouvelles méthodologies, de façon collaborative, de se rendre compte aussi que c'est pas forcément très simple. En fait, moi, avant de travailler à Sciences Po, j'étais au ministère de l'Éducation nationale, au lab d'innovation du ministère, et je connais assez bien tout l'écosystème de l'innovation publique. Et en fait, le retour qu'on a des étudiants qui participent aux différents programmes du Policy Lab, c'est que finalement, voilà, une fois qu'on met les mains dedans et qu'on essaye de transformer en vrai ce qui se passe au sein des administrations, c'est compliqué. Et donc, l'idée, c'est aussi de pouvoir former et outiller les étudiants à tenir bon, à tenir bon et à pouvoir convaincre les administrations de changer ces méthodes, d'accepter de faire un pas de côté, d'accepter, on ne peut pas le faire sur tous les sujets, mais d'accepter que pour certaines politiques publiques, on peut faire un pas de côté, on peut penser un peu autrement. Et en fait, voilà, donc pour nous, ça c'était vraiment les deux besoins sur lesquels se fonde l'existence de ce Policy Lab. Et donc, pour vous donner une idée de ce qu'on fait très concrètement, on développe un certain nombre de programmes pédagogiques dont, et je crois que c'est ça que vous citez dans le manifeste, et d'ailleurs on vous en remercie, dont l'incubateur de politique publique, qui est un format qui dure sur 6 mois et qui se déroule au second semestre. Donc là, la prochaine édition, ça commencera en janvier, et où on a des partenaires extérieurs, beaucoup d'administrations justement, qui proposent des grands défis d'intérêt général aux étudiants, qui vont en fait accompagnés par des designers, accompagnés par des personnes qui travaillent dans l'innovation publique pendant 6 mois, concevoir une réponse concrète à ce grand défi. Et donc l'idée à la fin, c'est non pas de produire un rapport avec des recommandations, ce que les étudiants de Sciences Po ont l'habitude de faire, mais en fait de montrer qu'on peut aborder un problème de politique publique en concevant en fait un dispositif très concret qu'on va pouvoir tester directement en fait avec les usagers, et être confronté aussi en tant qu'étudiant à cette problématique de feedback, d'itération, de se dire qu'on n'a pas forcément la bonne réponse tout de suite, et qu'avec peu de moyens, on peut commencer à faire quelque chose, à le mettre dans la main des usagers et à aller chercher du feedback. C'est aussi ce que vous avez fait quelque part avec le questionnaire, hein. C'est se dire, voilà, vous aviez une intuition, vous, en tant qu'étudiant, vous avez été aussi chercher ce que d'autres avaient à dire sur le sujet, et l'output de ça, en l'occurrence, c'est le manifeste que vous mettez aujourd'hui en débat. Voilà. Mais donc là, on essaye de faire ça un peu sur des grands défis de politique publique. Et on est très fiers quand ça aboutit sur des projets réels qui sont utiles au service public et qui permettent aux étudiants de monter en compétences, justement. Je peux vous donner juste un petit exemple, comme ça je finis sur l'aspect très concret du programme. L'année dernière, il y avait eu un défi qui était proposé par la préfecture d'Ille-et-Vilaine sur comment rapprocher finalement les services publics des citoyens dans les zones où il n'y a plus de services publics. Et donc là, les étudiants, ils ont travaillé sur une plateforme ils ont déjà dans un premier temps été sur le terrain, interrogé les agents des maisons France Service en l'occurrence, parce que leur terrain d'expérimentation, c'était la mise en place d'une maison France Service. Et ils ont décidé de concevoir une plateforme qui permet en fait aux citoyens de préparer tous leurs rendez-vous administratifs en amont, d'avoir une plateforme de visioconférence pour surtout dans les périodes de confinement comme ça, pouvoir faire le rendez-vous administratif sans forcément se déplacer. Et tout à l'heure, vous parliez de la formation des agents. Justement, ça c'est une problématique qui ne faisait pas du tout partie du défi à la base, mais qu'ils ont vraiment été cherchés, parce que finalement, les agents des maisons France Service, c'est des agents publics polyvalents qui sont censés connaître toutes les procédures de toutes les administrations qui sont dans les maisons France Service. Et sur la partie formation, c'est vrai que c'est un point un peu non prioritaire, on va dire.
Et donc, du coup, ils ont aussi développé une autre partie sur le projet qui concerne vraiment la formation des agents Maison France Service. Et ce projet qui a été développé avec une préfecture pendant le programme, finalement, aujourd'hui, ça intéresse des acteurs au niveau national, ça intéresse d'autres préfectures. Et en fait, les étudiants ont décidé de construire une GovTech à l'issue de ce programme, aussi parce que pour le moment, ça correspond à leur projet professionnel. Bien évidemment, comme c'est un programme qui est pour les Master 1, après, il y a toute la fin de la scolarité à terminer, donc ça ne correspond pas toujours. Mais en tout cas, ça correspond à un vrai besoin sur cette politique publique-là et ça permet aux étudiants de voir comment ça se passe en réalité sur le terrain, d'apprendre comment on construit une plateforme, d'apprendre comment on itère et, et donc voilà un petit peu nous ce qu'on fait au niveau du Policy Lab et en fait je suis très contente d'entendre ce que vous dites aujourd'hui et de pouvoir suivre ça d'un peu plus près parce que finalement une des questions aussi, c'est comment on diversifie un petit peu la porte de sortie de Sciences Po, et en l'occurrence des étudiants qui sont à l'école d'affaires publiques. Parce qu'aujourd'hui, du coup, c'est des étudiants qui veulent travailler dans le service public, qui, pour une grande partie, se préparent au concours. Mais en vrai, même dans la fonction publique, enfin, je crois que c'est Alma tout à l'heure, tu parlais des ingénieurs, en fait, oui, enfin, il y a plein de métiers aujourd'hui un peu hybrides dans la fonction publique où, moi-même, avant, quand j'étais au lab du ministère, je ne sais pas trop ce que c'était mon métier en réalité. Enfin, j'étais coach, facilitatrice, j'accompagnais des startups d'État. On était un peu aussi dans la transformation du ministère. Mais en vrai, ça correspond à quoi comme métier quand on parle d'un point de vue formation? Pour le moment, on ne sait pas trop. Donc ça, c'est aussi une des missions du Policy Lab, de se dire qu'est-ce que c'est en fait les nouveaux métiers de demain de l'action publique et comment on permet aux étudiants, dès leur scolarité, de se projeter sur ces métiers-là et puis aussi de les co-construire puisque, en fait, pour le moment, en réalité, on n'a pas la réponse. Merci beaucoup, Léa. Hyper intéressant, hyper enrichissant. Hop, du coup, j'ai peut-être, je pioche aussi des questions qui ont été particulièrement intéressantes puisque vous êtes pas mal à interagir dans le chat. On nous demande justement, par exemple, je trouve que c'est une question qui est intéressante, au-delà de la marque employeur, tu en as parlé un petit peu, Alma, en début de conférence, de l'attractivité RH, est-ce qu'il y a certaines institutions qui ont un aura particulier, qui sont particulièrement attractives auprès des étudiants et peut-être pourquoi? Est-ce que vous avez des exemples inspirants? Renaud, tu veux commencer ou... Je laisse y aller. Ok, ça marche. Du coup, moi, j'en ai deux. Deux parce qu'en fait, il y a eu une mise en lumière médiatique évidente. Donc, premier, la BPI, qui notamment a fait un événement récemment, du coup, hyper intéressant, qui était en ligne. Et c'est vrai que ça a mis en avant à quel point c'était une structure innovante et dynamique. Et également aussi la DGSE, qui est vraiment, en fait, a fait une grosse campagne de recrutement tournée autour, en fait, de cette idée que la DGSE est plus ou moins transparente. Et surtout, en fait, grâce à la série Le Bureau des légendes, je ne sais pas si vous connaissez, en tout cas, elle est super. Et c'est vrai que du coup, cette série a vraiment plu aux jeunes, ce qui a fait qu'en fait, beaucoup de jeunes ont candidaté et que du coup, la DGSE a joué sur cet effet de mode, on va dire, pour vraiment trouver des talents. À fond d'accord, je trouve que l'exemple est incroyable. Je rajoute juste une mini différence que j'ai pu observer dans les différentes rencontres entre les jeunes diplômés, donc jeunes actifs, et les gens qui poursuivaient leurs études. Et j'ai constaté, alors ça c'est moins présent chez les étudiants, mais c'est assez vrai pour les jeunes actifs, un vrai regain d'intérêt pour les collectivités. En fait, on a beaucoup de gens qui, pendant leurs études, alors là, pour le coup, il y a peut-être un léger biais de personnes visant la haute fonction publique ou des postes dans l'administration centrale. Ces gens-là sont confrontés à ces postes, ont fait 1-2 stages, peut-être un premier emploi. Et j'ai vraiment plusieurs exemples de personnes qui finalement ont décidé de laisser tomber Paris et l'administration centrale pour aller commencer en tant que chargé de mission dans une métropole, dans un département. Et ça, c'est l'attractivité. Je pense particulièrement aux métropoles, mais je pense que c'est vrai aussi pour les départements. Chez les jeunes actifs, je pense que
Alors, j'ai pas énormément d'expérience sur le sujet, mais je pense qu'elle est vraiment assez dans le moment, quoi, dans l'instant. Et c'est vrai que quand on est jeune, c'est vrai que ça fait un petit peu peur de s'engager dans le service public, justement pour les raisons qu'on a citées auparavant. Et du coup, c'est vrai qu'on va directement chercher des gros noms. Mais justement, peut-être que là, il y a quelque chose à faire, c'est de mettre en avant les petites collectivités qui sont peut-être tout aussi intéressantes que les grosses. Merci. Et on a une autre question, je me permets de couper pour la poser directement à Léa aussi, par rapport à ce que vous nous avez exprimé. Est-ce que c'est des expérimentations que vous relayez, vous, auprès des élus, des associations d'élus, comme l'Association des maires de France, etc. Et nous aussi, du coup, mais nous, on a en tout cas pas mal communiqué auprès de la démarche des étudiants. En tout cas, Profil Public, on a soutenu la démarche. Et on a aussi pas mal communiquer, nous, du côté de la presse pour donner de l'écho à ces démarches inspirantes. Alors nous, on a certains défis qui sont effectivement proposés par des collectivités. J'ai parlé de la préfecture Ille-et-Vilaine juste avant, mais l'année dernière, il y a aussi eu la métropole de Nice, par exemple. Et oui, en fait, on a des défis qui sont proposés par des collectivités et c'est d'ailleurs encore possible de proposer des défis pour la prochaine édition qui commencera en janvier d'ailleurs. Enfin, je ne sais pas quel est le profil des personnes qui nous écoutent ce soir, mais en tout cas, si vous avez des sujets, n'hésitez pas à nous contacter. Et ensuite, oui, enfin, on ne fait pas vraiment pour le moment un relais de cette initiative auprès de ce type d'institution, mais par contre, je pense qu'un vrai, là où il faut qu'on communique davantage, c'est que ce type de programme et de façon générale donne de fortes compétences professionnelles aux étudiants pour être en charge de ce type de projet aujourd'hui dans les administrations et il y en a vraiment besoin de ces profils un peu hybrides qui sont à la fois formés aux politiques publiques, au sens social, au droit, à l'économie, mais aussi en fait aux méthodologies de design, au prototypage rapide, qui sont capables de faire ce pas de côté dont je parlais tout à l'heure. Et en fait, je pense que voilà, c'est encore plus important aujourd'hui où la situation est quand même vraiment pas facile pour les jeunes, que ce soit les étudiants, mais aussi les jeunes diplômés, là, ceux qui ont été diplômés cette année, c'est quand même très compliqué et en fait, on refuse de se dire que ça sera une génération un peu sacrifiée, alors que voilà, la formation théorique et pratique qu'on essaye de leur donner là aujourd'hui sur des sujets hyper concrets comme ça et toute cette énergie qui est, on veut aujourd'hui contribuer à résoudre ces grands défis d'intérêt général. Enfin, la solution, elle vient aussi des étudiants qui sont encore des étudiants et des étudiants qui sont diplômés cette année ou qui seront diplômés l'année prochaine. Donc, je pense que c'est ça aussi ce sur quoi il faut qu'on communique et sur les compétences en termes d'innovation publique que ça permet ce que ça permet de faire au sein des administrations, parce qu'aujourd'hui, voilà, dans une administration où tout le monde, et c'est très compréhensible, pour y avoir été avant à la tête dans le guidon et plein d'urgences à gérer, ça peut être intéressant d'avoir ces profils-là pour justement se dire la solution passe aussi par eux. La solution passe aussi par eux. Et je vois la question qui est sur la difficulté de gérer ces talents hybrides très clairement. En termes de management, la gestion des talents hybrides et qui ont des compétences qui ne correspondent pas du tout à la grille, des compétences qu'on ne comprend pas forcément. Enfin, je pense notamment aux compétences de design thinking ou de data science qui peuvent aussi rentrer en confrontation avec des vraies cultures en fait, au sein de l'administration, des vraies visions des façons de faire les choses. Ça peut être une problématique. Moi-même, une initiative que je trouve hyper inspirante, c'est le programme Entrepreneurs d'intérêt général qui est porté par Etalab au sein de la direction interministérielle du numérique. Et eux, ils ont une très bonne expérience là sur la gestion de ces talents hybrides au sein de l'administration et toutes les problématiques que ça peut comporter à leur arrivée. Mais voilà, c'est vrai, c'est une vraie question. Merci beaucoup.
J'ai peut-être une question ouverture. En tout cas, c'est intéressant. Du coup, en tant que porteur du manifeste, même si bien sûr vous êtes tous les deux là pour le représenter, mais il y a aussi de nombreux contributeurs. Vous êtes aussi un petit peu influenceur sur ces questions d'innovation publique aujourd'hui. C'est quoi la suite à donner à ce manifeste et c'est quoi l'écho que vous souhaitez en tout cas lui donner pour passer des paroles aux actes? Renaud, je te laisse commencer. Oui, je prends, pas de souci. Euh, pour moi, personnellement, la suite à donner à ce manifeste, c'est de faire vivre l'idée. Il s'inscrit dans un élan qui n'a pas du tout vocation à s'arrêter là, et au contraire à grandir. C'est-à-dire que la quête de sens chez les jeunes, elle fait que grandir, et l'envie de s'inscrire plus fort dans l'intérêt général, elle fait que grandir aussi. Donc, le service public, pour nous, doit être cette porte d'entrée pour toute cette jeunesse qui se mobilise. Il y a plein de très belles choses à faire et moi je continuerai de le porter, que ça soit en relayant le manifeste encore plus fort, que ça soit en continuant d'échanger avec les élèves ou les jeunes diplômés qu'on a pu rencontrer, comme avec les institutionnels que vous êtes ou avec encore de nouveaux relais médias. L'aventure n'a pas vocation à s'arrêter maintenant, bien au contraire. Et pour ma part, pour passer des paroles aux actes, et ben, c'est d'abord de continuer à parler. Donc, comme tu dis, Renaud, il y a notamment le programme Ambassadeur du coup, qui a été lancé par Profit Public et dans lequel j'interviens également. Et ça, c'est un très beau programme parce qu'on est des jeunes et on est tous une équipe pour justement faire vivre le service public, faire vivre nos idées. Il y a également tout simplement, bah, comme tu dis, Renaud, le bouche à oreille, c'est savoir parler aux personnes qui sont intéressées et également aux personnes qui ne le sont pas forcément. Provoquer un éveil des consciences pour les personnes qui ne se douteraient même pas que de toutes les opportunités du public. Je prends un exemple personnel, le fait que je sois très dans un peu start-up. J'hésite pas, dès que j'ai la possibilité de parler du profit du service public, de parler qu'il n'y a pas forcément cette opposition-là et qu'il y a des good practices des deux côtés. Et également, dernier point, pour passer de la parole aux actes, c'est simplement s'engager par exemple dans les associations, s'engager de manière bénévole. Toujours participer encore une fois à des événements de ce type, notamment par exemple il y a un événement avec la DGFIP qui est prévu. Léa, je ne sais pas si tu veux en dire un petit mot. Non, ce que je disais, c'est qu'effectivement, bah, nous, on a été extrêmement, en tout cas, Profil Public, on est extrêmement content de vous soutenir dans cette démarche-là parce qu'effectivement, l'idée, c'est vraiment de co-construire. Et c'est vrai qu'à ce titre-là, bah, je crois qu'aujourd'hui, je ne me trompe pas, on est à plus de 100 signatures du manifeste. D'ailleurs, j'encourage bah, toutes les personnes qui ont participé ce soir aux échanges et qui sont en tout cas plutôt dans la lignée de ce que vous proposez et de vos idées, de vos contributions, à le signer, le manifeste. En tout cas, voilà, ça donne aussi de l'écho à ce travail. Et effectivement, ce qui est, je trouve, moi, hyper intéressant, c'est qu'on a aussi on a eu des retours presse, mais on a surtout eu des retours des institutions elles-mêmes qui nous ont sollicité, qui vous ont sollicité pour justement continuer à échanger et que vous êtes toujours aussi placé sur une démarche d'ouverture en disant que voilà, c'était 10 propositions, mais qu'il y avait tout un tas de choses encore à imaginer. D'exemples inspirants à partager. Et du coup, à ce titre-là, par exemple, vous allez rencontrer le directeur général de la DGFIP la semaine prochaine pour justement partager, lui, sa vision de l'innovation publique, voir un petit peu quelles sont les choses qui sont menées dans des ministères aussi grands que Bercy, pouvoir partager son parcours, sa vision et lui aussi être à l'écoute de vos convictions, de vos inspirations. Donc, je trouve que c'est effectivement une belle suite que de se dire que déjà, il y a un dialogue qui est en train de se mettre en place et qu'il y a des synergies en tout cas entre les étudiants, les jeunes diplômés, les organisations publiques dans leur sens large. Nous, chez Profil Public, on parle du secteur public au sens large parce qu'effectivement, on est nombreux à vouloir œuvrer pour l'intérêt général, des startups à impact comme nous, des cabinets de conseil en politique de design de politique publique. Voilà, il y a vraiment une variété aujourd'hui d'acteurs qui est assez intéressante et le fait que ce manifeste soit du liant entre eux, je trouve est assez formidable. Du coup, je pense que vous pouvez peut-être conclure. Je vous laisse conclure. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions qui veulent être posées. Peut-être qu'en tout cas, s'il y a des personnes qui souhaitent poser des questions en direct, peuvent
peut-être les poser désormais. En attendant que des questions soient posées, je voudrais juste revenir sur, vu qu'on parle voilà, d'outils digital, mon outil digital préféré pour vous donner des petits conseils. Pour ma part, c'est Slack. C'est super pratique. C'est vraiment une messagerie directe hyper intuitive, hyper professionnelle. Vous pouvez vraiment attacher des documents, etc. Et il y a beaucoup d'institutions qui l'utilisent déjà. Donc, voilà, c'était juste pour partager ça. Vraiment, c'est l'outil le plus pratique pour communiquer en interne. Et également, ça permet aussi de réduire l'envoi de mails. Ça permet de réduire l'envoi de mails en interne, parce qu'à noter que les mails, c'est assez polluant au niveau de la pollution numérique. Et niveau productivité, ça affaiblit la productivité, puisque vous êtes sans cesse spammé par vos mails et vous n'arrivez plus à forcément vous concentrer sur votre tâche. En tout cas, merci à tout le monde. Pour conclure, je veux vous rappeler en tout cas que vous pouvez continuer à écrire vos questions sur le chat, que les étudiants et profils publics, en tout cas, on continuera à vous répondre après la webconférence. Et que l'outil Miro, donc, qui est un mur d'inspiration virtuel, est encore à votre disposition. Donc, n'hésitez pas à y noter vos initiatives, si vous menez des initiatives innovantes dans vos organisations ou des exemples d'idées que vous pouvez avoir par rapport aux questions qui ont été abordées, puisque on a fait un peu la synthèse des propositions du manifeste, mais il y a pas mal de sujets à aborder en complément. Moi, du coup, peut-être juste pour continuer la Alma, discussion. je te laisse le premier mot de la fin. Attendez, je crois qu'il y a une question. On va vous laisser la poser peut-être. Excusez-moi. Non, c'est pas. Vous m'entendez? C'est pas vraiment une question. C'était juste pour continuer la discussion et notamment apporter ces sujets-là. Nous aussi, on fait un événement dans le cadre du mois de l'innovation publique et ça porte justement sur la formation et l'engagement des étudiants sur la résolution des grands défis d'intérêt général. Et il y aura Thierry Lambert, donc, qui est le directeur, enfin le délégué interministériel de la transformation publique, le DITP, qui participera. Donc voilà, enfin, ça peut être aussi un moment de partage sur ces sujets et de pouvoir recruter, entre guillemets, enfin, d'autres étudiants qui pourront vous rejoindre sur cette initiative. Merci Léa. Et du coup, avant de vraiment conclure sur le mot de la fin, je vous propose d'activer tous et toutes vos caméras pour qu'on fasse une photo souvenir, enfin un screenshot souvenir de ce bel événement. Yes. Du coup, je crois que... Ok. Tu nous donnes un décompte? Yes. Du coup, on va en faire en 2 fois, parce que j'arrive pas à voir... Ah si, peut-être que j'arrive à voir tout le monde. Non, il faut que je fasse en 2 fois. Du coup, soyez prêts, on fait 2 shoots. Ok, 3 à 3. 1, 2, 3. Ok, deuxième. 1, 2, 3. Tant pis pour ceux qui ont fermé les yeux. Ok, parfait. Ça sera flou de toute façon. Merci Alma. Du coup, vraiment pour conclure, merci à tous d'être venus. C'était un super moment. On espère en tout cas que ça vous a été utile, que vous vous êtes inspirés. Et pareil, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on échange à nouveau. On reste disponible avec Chrono. Chrono, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose. Oui, je reste également tout à fait disponible. N'hésitez pas par mail, par LinkedIn, peu importe. Si vous avez des questions, si vous voulez entrer en contact avec d'autres étudiants qui ont participé à ce beau manifeste. Et surtout, je voulais vous parler plutôt vous demander de vous engager aussi pleinement dans cette démarche parce que les jeunes poussent, mais il faut leur ouvrir la porte. Et si vous êtes là, c'est déjà que vous êtes prêts à le faire, mais vraiment, je vous engage à le faire encore plus. Il y a plein de jeunes extrêmement mobilisés partout qui veulent s'inscrire dans l'intérêt général. Je pense aujourd'hui, par exemple, au ministère de la Santé qui a publié plein d'offres dans les réseaux, etc., les réseaux étudiants pour
prendre des jeunes. Ils n'ont pas de moyens, il y a un besoin, et ils appellent des jeunes diplômés, des gens capables de comprendre vite, de s'adapter, de venir apporter de l'énergie. Donc vraiment, on est surmotivé. Tout le monde se bouge. Et franchement, c'était trop beau comme initiative de voir l'énergie positive qui pouvait s'en dégager. Donc n'hésitez pas vraiment à accueillir de toutes les façons possibles les jeunes actifs et les jeunes étudiants dans vos services. Et franchement, ça va être trop bien.